Bonjour, bienvenue au 10e Sailing Café, donc le rendez-vous mensuel qu'on vous propose avec BDI, l'Agence de développement économique de la région Bretagne, dans son programme Bretagne Sailing Valley. Aujourd'hui, on est ravi de revenir sur le Vendée Globe que vous avez peut-être pu suivre à travers notamment les podcasts de Pierre-Yves chaque semaine. Là, on vous propose un regard assez technique avec trois directeurs et une directrice de technique de Team IMOCA. Le webinaire sera animé, comme à l'accoutumée, par Pierre-Yves, qui va donc animer ce webinaire pour vous. Et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Et on les posera au fur et à mesure ou à la fin, on verra. Voilà, Thierry, c'est à toi. Merci Arnaud, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. C'est pas des podcasts, donc ce nouveau webinaire, ce nouveau Sailing Café consacré au bilan technique du Vendée Globe. Alors on a choisi un panel qui n'est pas exhaustif, mais qu'on a essayé de faire en sorte qu'il soit représentatif de la flotte. Et on a une petite pensée parce qu'il y a encore 3 bateaux en course, il ne faut pas les oublier, c'est un peu le chemin de croix pour eux, mais en tout cas ceux qui sont derrière leur caméra et que vous voyez à l'écran sont arrivés, sont déjà à la tâche, les vacances sont finies et sont déjà en chantier avec leurs bateaux respectifs. Alors, je ne sais pas dans quelle ordre vous les voyez, mais on va commencer par les dames, forcément. Alizé Vauclin. Salut Alizé. Bonjour à tous. Qui est la responsable technique de l'IMOCA Biotherm de Paul Méa, qui a terminé 5e du Vendée Globe. Ensuite, sous son toit visiblement refait à neuf, on a Félix de la Vasselle. Salut Félix. Salut. Qui lui était en charge de l'IMOCA Lazare de Tanguy le Turquet, qui finit alors 17e. Du coup, on retient plus que maintenant le classement bateau à dérive, mais qui est 2e des bateaux à dérive, juste derrière Monoyer Duo for a Job, voilà, à 16 minutes d'écart, qui a été témoin de la nouvelle bromance entre Tanguy le Turquet et Benjamin Ferré. Merci Félix. Et puis on a rien que moins que le responsable technique du bateau qui a gagné le Vendée Globe, Guillaume Combescure à Concarneau. Salut Guillaume. Salut tout le monde. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents pour ce nouveau Sailing Café. On va essayer de faire un check assez complet des bateaux compartiment secteur par secteur, je dirais. Mais avant, on va essayer de poser quelques éléments macro. Est-ce que chacun votre tour, on a beaucoup dit que les bateaux étaient arrivés dans des états assez incroyables, qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire, qu'ils pouvaient repartir tout de suite. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit aussi évident que ça, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quel état vos bateaux respectifs sont arrivés et surtout, par rapport à ce que vous aviez anticipé, planifié, à l'idée que vous vous faisiez de ce Vendée Globe, est-ce que vous avez été surpris par l'état dans lequel ils sont arrivés. Voilà, c'est une chose de dire qu'ils arrivent dans un état nickel, c'était autre chose de l'avoir anticipé à ce point-là. On va commencer avec toi, Alizé, dans quel état est arrivé Biotherm. On va le rappeler, qui lui est un bateau qui avait couru The Ocean Race et ça a eu un impact assez significatif sur l'état du bateau, sa maintenance et son évolution, quoi. Oui, Biotherm, c'est un bateau qui a été mis à l'eau très tard dans la saison pour le programme qu'on avait, donc juste avant la Route du Rhum. Route du Rhum avec un bateau presque pas terminé et il s'en est pourtant bien sorti. Ensuite, Ocean Race, on a beaucoup cassé sur l'Ocean Race. Ça nous a fait connaître tous les défauts du bateau, les problèmes du bateau. Et du coup, très surpris sur le Vendée Globe, très peu de casse. On a une casse, on perd l'été, donc à part ça, le bateau aurait pu repartir. Mais bon, il a fabriqué un peu un été de survie. Je pense pas qu'on aurait pu repartir avec ça. Mais à part ça, vraiment bateau dans un très bon état par rapport à toutes les étapes d'Ocean Race. Donc ça a payé en tout cas. Donc c'était une surprise ou pas? Assez surpris, ouais. Oui, quand même. Surpris en bien du coup. Oui, en bien. Ok. Guillaume, Massif, vous avez pas mal raconté. Hein. Il y a même eu des visites de journalistes. Honneur au bateau vainqueur. Il y a des visites de journalistes. On a pu voir vraiment dans quel état était le bateau. Toi, surpris par l'état du bateau vainqueur, lequel Charlie a tiré quand même. Ouais, Charlie a pas mal tiré sur le bateau. On est
on n'est pas surpris dans le sens où finalement notre seul travail ou la grande partie, c'est de faire en sorte que le bateau n'ait pas de problème. Donc si on veut un peu flatter notre ego, on dit qu'on n'est pas surpris. Après, on est quand même surpris du bon état dans lequel rentre le bateau, dans le sens où il y a forcément des événements isolés, pas anticipables, et là qui ne se sont pas produits. Même on sort le bateau de l'eau, la carène elle a rien, il a frotté contre deux filins de pêche. Là-dessus, on est surpris du bon état du bateau, ouais. Et de la flotte de manière générale, hein. On part tous avec l'idée qu'il y a 30% d'abandon pour parfois des causes complètement extérieures, et c'est pas du tout vérifié sur cette édition. Félix, toi, dans quel état revient ton bateau? Est-ce que même chose par rapport à ce que vous aviez anticipé? C'est ce qui était attendu, ou un peu mieux, un peu moins bien? Nous, on est parti simplement avec des retours d'expérience. Donc, et la philosophie du projet allait dans le sens où il fallait finir à tout prix, et en caricaturant, c'est un peu finir à tout poids. Donc, on n'a pas hésité à prendre quand même beaucoup de matos de spare sans trop savoir où on allait. Et donc, il avait largement de quoi continuer pour un tour, et ne serait-ce qu'en bouffe ou en gasoil. Mais par rapport aux avaries rencontrées, on a majoritairement eu que des avaries liées à des manœuvres un peu engagées, on va dire, ou pour la seule casse liée technique, qui est un problème de défaillance technique sur une antenne Certus. Mais sinon, c'est simplement des lattes cassées, des voiles déchirées, une petite vis desserrée sur la colonne et des pales d'hydro cassées. Donc là, je suis vraiment au max de la liste. Donc c'est vraiment un constat génial. Et à refaire, on allégerait un peu le bateau, je pense. Ce qu'il faut souligner, c'est que vous étiez vraiment très très bisu, hein, que ce soit l'équipe ou le skipper. C'était vraiment un projet. Le Vendée Globe était un projet vraiment nouveau pour vous, quoi, hein. Ouais, exactement. Skipper, bateau et équipe aussi. L'idée, c'était vraiment de tous démarrer ensemble et d'évoluer ensemble. Donc, on est content, et c'est objectif atteint. Ouais. Très bien. Vous êtes tous alignés avec les explications qu'on a données sur l'état dans lequel les bateaux sont arrivés, c'est-à-dire le système de qualif qui a beaucoup été critiqué, hein, beaucoup été critiqué sur son incompréhension, sur la pression qu'il mettait sur les équipes, sur la tension. Mais au final, est-ce que c'est pas grâce à lui que vous êtes parvenu à faire des bateaux très aboutis techniquement, solides, et qui fait que le taux d'abandon qu'évoquait Guillaume n'a pas eu lieu sur cette édition? Est-ce que c'est vraiment ça le facteur clé de compréhension, ou il y a d'autres choses? Qui veut se lancer? Ouais, c'est au-delà du système de qualif en lui-même, c'est que quel que soit le système de qualif, il pousse à faire des 1000. Donc, étant le nombre de participants, donc c'est vraiment le nombre de 1000 qu'ont parcouru les bateaux. Et j'imagine qu'il y a un autre paramètre qui est le fait que la Volvo, The Ocean Race, se court maintenant en IMOCA, et ce que disait Alizé, le fait de participer à l'Ocean Race, ça devient presque. Ah, vous m'avez retrouvé? Ah ouais. Ouais, le fait de participer à The Ocean Race, ça devient presque préparatoire à un Vendée Globe. Associé à ça, le fait que, entre nous aussi, il y a beaucoup d'échanges sur les problèmes qu'on peut rencontrer, que ça soit sur des éléments standards ou pas. Et les enseignements de la TOR de The Ocean Race ont été partagés par tous les participants il y a 2 ans, et ça a été un vrai levier d'amélioration de la fiabilité des bateaux. Après, vous n'avez pas navigué autant, et pourtant, ça a super bien marché. Donc, je pense qu'il y a aussi non, mais les équipes se sont professionnalisées à fond, hein, même les petites équipes, hein. Mais typiquement, c'est parce que je pense qu'on a pu. Alors, on a quand même essayé de naviguer au max. Quand on participe à la Jacques Vabre, on essaye de sortir quand même tard de l'eau pour continuer de naviguer. Et on a aussi bénéficié, c'est pour ça que je le dis, c'est que j'estime qu'on a bénéficié des enseignements des autres bateaux, parce qu'au sein de l'IMOCA, il y a aussi, ça s'est organisé de telle sorte qu'il y a une mutualisation des problèmes, quoi. Après, pour les toutes petites équipes comme la nôtre, ça aurait été sans doute un petit peu plus compliqué s'il y avait une course en plus, ne serait-ce qu'en termes de moyens ou simplement de ressources humaines, parce qu'on a
On a un skipper aussi qui participe dans le développement technique et le suivi, on va dire, de ce bateau. Donc en charge, ça aurait été trop, et si on avait eu une avarie sur la dernière course, ça aurait été vraiment compliqué pour nous de se présenter sur le Vendée Globe sereinement. Ça aurait été le cas d'une équipe comme Benjamin qui a eu des grosses avaries à sa dernière transatlantique et qui a vraiment stressé sur la fin et qui mine de rien s'est présenté sur le Vendée Globe un peu de justesse, quoi. Un petit mot sur la circulation de l'information dont tu parlais, Guillaume. Elle est aussi le fait des relations interpersonnelles entre équipes, entre responsables techniques, entre équipes techniques, où elle est vraiment organisée au sein de l'IMOCA. On va rappeler que sur The Ocean Race, il n'y a pas beaucoup de bateaux au final qui ont fait The Ocean Race comparé aux 40 au départ du Vendée Globe. Mais donc il y a vraiment une mise en commun des infos. Ouais, alors déjà, certes, il n'y a pas 40 bateaux sur la Volvo, mais il y a tous les plus gros clients. Et après, c'est provoqué, c'est un cercle assez vertueux, c'est que c'est provoqué quand même par l'IMOCA qui organise les échanges et qui organise une cellule technique. On avait un technical committee encore tous les trois avec les autres hier. Donc c'est provoqué par l'IMOCA. Et l'échange force l'échange, c'est qu'après, même de manière informelle, on échange entre nous et on fait naturellement remonter les infos, soit à l'IMOCA ou soit aux copains de Ponton, quoi. Comment vous gérez la partie quelle est la frontière entre les innovations que vous parvenez à trouver et le partage d'infos au nom de la sécurité? Ça peut des fois être plus que de la sécurité, hein. Nous, de notre côté, Paul est plutôt à vouloir échanger. C'est normal. On est un projet avec moins de budget, donc on a plus intérêt à partager pour que les autres partagent aussi. Peut-être que des projets comme Massif, comme Paprec, Malaysia ont moins d'intérêt sur certaines choses. Après, en fait, comme il dit avec les copains de Ponton, on parle, on voit si la personne peut en parler, et si on peut en parler, des fois on va jusqu'à parler des plans, des détails, pour que ça aide les deux projets. En fait, si sur certains projets on s'en sort pas des deux côtés, c'est un intérêt pour tout le monde. Et aussi il y a cette période là maintenant qui est après Vendée, je pense, où il va y avoir beaucoup d'échanges, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu maintenant. On veut plutôt débugger des choses qu'on a rencontrées sur le Vendée. Et du coup, je pense que maintenant, il va y avoir beaucoup plus d'échanges que 6 mois avant le Vendée, quoi. C'est mon point de vue. Mais... Pas la même pression. Je pense. Très bien. Une dernière question un peu générale avant qu'on passe au scan du bateau. Là, vous êtes dans une phase où les chantiers ont commencé, les bateaux ont couru, mais comment se récolte et comment s'organise la récolte d'infos sur ce qui casse, ce qui a pas cassé, à la fois pendant la course, et donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut traiter une fois que le bateau est rentré, à la fois pendant la course et à l'issue de la course. Donc on imagine bien que vous avez des débriefings techniques, mais comment ce flux d'infos et cette récolte d'infos est organisé? Est-ce que c'est très structuré? Est-ce que c'est un flux continu en provenance du skipper qui dit il y a ça qui a cassé, il y a ça qui a cassé, et vous à terre, vous récoltez tout? Quand on a préparé ça avec Guillaume, j'ai eu la chance de faire un petit warm-up sur le Trimaro Massif où il y avait déjà Guillaume en 2016 entre Saint-Malo et c'était Plymouth, je crois, hein, c'est ça, Guillaume, Plymouth. Et j'avais été assez impressionné parce que alors qu'il y avait 10 heures de nav, il y avait une feuille Excel ouverte et tout était noté en permanence sur soit les optimisations, soit les petites casses, soit les trucs à pas oublier. Et on sentait qu'il y avait cet enjeu de récolte de l'information et de traitement de l'information était déjà assez bien organisé. Vous, comment vous l'avez organisé à vos échelles respectives et dans vos projets respectifs? On commence avec toi, Félix. Ben écoute, il y a deux manières, on va dire. Il y a l'avarie en cours, qui clairement est un sujet principal à traiter, dans lequel où l'équipe a un retour direct du skipper, et en général là, faut être plutôt concis avec une vraie feuille de réponse pour pouvoir réparer le sujet en mer. Donc ça, clairement, c'est noté de notre côté à terre, mais en tout cas, c'était un souhait de Tanguy aussi sur le Vendée Globe de faire vraiment sa course en solitaire. Donc on avait vraiment très peu d'échanges avec lui, même personnel.
Donc c'est plutôt vers la fin, quand il a repassé le poteau noir, qu'on a préparé un petit peu son retour et qu'il m'a envoyé un joli fichier avec tout ce qu'il avait pensé à faire. Alors nous, c'est un petit peu particulier parce que le bateau est à vendre maintenant, donc on se projette pas sur de grandes optimisations, c'est plutôt de la remise en état du bateau. Mais en gros, il m'a envoyé un beau document avec toutes les petites choses qui avaient cassé ou qu'il fallait adapter pour le remettre en état. Donc voilà, c'est pas du tout un flux continu, mais par contre, ce qui est très bien, c'est que c'est un document fait en une fois, propre, carré, et c'est pas du WhatsApp à droite à gauche. Lui n'aime pas trop ça et moi non plus. Très bien. Alizé, chez Biotherm, comment vous êtes organisé pour le justement du WhatsApp à droite à gauche. Non, Paul, nous, pareil, un peu pareil que Tanguy pour le coup, communique très très peu, aussi bien en perso que en casse. Donc si on reçoit un message, c'est plutôt été J2 cassé, tout seul. Comme ça. Donc il écrit très peu. Par contre, lui, il quand même il fait le travail de noter sur un bloc-notes sur l'application. Bloc-notes du téléphone et il note une liste de petites phrases qu'il faut parfois décrypter, c'est pas évident. Et en fait, il les note et en même temps, quand il y a des casses où on doit réagir exactement comme Félix, il nous les dit. Donc celles-là, on se les note. Moi, j'ai tenu un fichier des casses de tous les bateaux pendant le Vendée. On était à plusieurs équipes à se les envoyer pour se les noter. Donc et en fait, il y a du partage en cours de. Pardon, Alizé, il y a du partage. En fait, il y en avait. Soit c'était du screenshot de quelque chose qui se voyait dans une vidéo, soit c'était tu peux noter que moi j'ai ça. Et ensuite, j'ai envoyé le fichier à tous ceux qui ont participé. Du coup, on a ici une liste de casses de notre bateau aussi, en filtrant. Et ensuite, à la fin, j'ai écrit à Paul peut-être 10 jours avant l'arrivée. Je lui ai dit, est-ce que tu pourras m'envoyer une liste de tout ce que tu nous as pas dit? Parce qu'on dans certaines vidéos, on voyait des choses qu'il nous avait pas dit. Et en fait, normalement, on n'écrit que sur un groupe technique où il y a plusieurs personnes, bot captain, électrologue, team manager, moi-même et Paul, et le bateau. Et du coup, après 2 jours, j'ai reçu une liste WhatsApp avec juste la liste qu'il avait écrite toute fraîche avec chaque casse et il me les a envoyés en perso, enfin seulement à moi en me disant je t'envoie à toi pour pas que les autres posent de questions. Voilà. Donc j'ai reçu une liste, c'était très bien, on a tout eu et donc grâce à ça, j'ai pu préparer la job list. Très bien. Du chantier. Guillaume, c'est quoi la méthode chez nous, pour le coup, c'est un peu différent dans le sens où, alors ça passe par de l'échange informel WhatsApp ou Telegram, mais par contre, le moindre dysfonctionnement ou le moindre doute qu'il observe, il nous en fait part et on tient à terre un suivi de casse ou d'avarie pour avoir vraiment une bonne vision du bateau à terre, quoi. Non pas qu'on lui fait une job list, mais qu'au moins on soit au courant de l'état du bateau. Donc il y a certaines choses qui passent un peu à la trappe parce qu'il occupe pas autre chose, mais quand il se balade sur le bateau et qu'il trouve qu'une gaine est un peu usée, il nous met un message en disant je trouve que la gaine est un peu usée. Et à ce moment-là, c'est pas un problème technique, donc la règle nous interdit d'en parler. Lui, il nous en fait part. Mais bon, voilà, si 10 jours après, il nous dit cette gaine a pété, bon, c'était pas une surprise, ou même lui de le verbaliser et de le mettre quelque part, ça permet de garder ça aussi dans sa tête de points sur lesquels intervenir, quoi. Et puis accessoirement, ça permet aussi, là je prends l'exemple d'une gaine, donc c'est anecdotique, mais ça permet de tenir une job list pour le chantier. Voilà, c'était ça ma question. Pour le chantier à venir, ça permet aussi d'organiser le retour du bateau. Et ça te donne une durée de vie aussi. Oui, et puis ça donne de l'info aussi c'est exactement sur le temps, sur comment vit le bateau, quoi. Et toi aussi, comme faisait Alizé, tu regardais ce qui se passait à bord des autres bateaux, tu observais les avaries des autres. Vous n'avez pas le droit pas mal de temps. Vous n'avez pas le droit de communiquer. Hein, juste, je le rappelle, hein, vous n'avez pas le droit de transmettre ces infos-là au bateau. Hein, c'est de la veille, c'est de la veille pour vous, pas pour lui. Hein.
C'est vrai que quand il y a eu cette histoire de hook qui casse, la première chose que j'ai faite, c'est regarder le modèle d'une autre pour savoir si c'était le même. Donc effectivement, il y a le fait d'aller voir un petit peu les vidéos des autres et d'avoir un suivi global. Ça permet de se situer aussi par rapport aux problèmes qu'on pourrait rencontrer. Alors bien sûr, on peut rien dire, mais au moins on peut anticiper un petit peu, quoi, et se préparer. Et Guillaume, tu disais, pardon, je t'ai coupé tout à l'heure. Guillaume, tu disais que toi aussi, vous avais regardé un petit peu ce que faisait l'autre. Vous aviez une veille technique. On fait tous pareil. On le fait parce que ça nous amuse, parce que ça permet d'anticiper la suite. Ça a un peu moins d'importance avec les règles d'assistance technique qui ont évolué dans le sens où on ne peut pas en parler au skipper. Donc, dans les faits, enfin, sportivement, ça apporte pas grand-chose de le faire, mais c'est quand même intéressant. Ensuite, pour nos débriefs techniques tous ensemble, d'avoir bien en tête quels ont été les soucis de la flotte. Très bien. Je vais vous poser une dernière question, puis après on prendra la question de Benoît qui est vraiment intéressante. Ça, on parlait du flux d'infos pour la maintenance en cours de route et qui va vous servir aussi pour le chantier qui est en train d'être mené. Et comment la phase de débriefing est menée? Est-ce qu'elle est très longue? Est-ce que c'est très organisé? Est-ce qu'elle est sectorisée ou est-ce que c'est 2 réunions de 4 heures et puis c'est plié? Comment se passe cette phase de débrief technique qui est probablement pas forcément terminée dans toutes les équipes? Alizé, comment vous faites chez Bioderm? Nous, on a fait un point avant que Paul parte en vacances avec toute l'équipe. On n'a que 3 techniciens, dont le bot captain. Donc on a fait un débrief tous ensemble, même pour tout ce qui est confort. On lui a posé des questions, toujours les mêmes, comme on était habitué à l'Ocean Race, donc par catégorie, par zone. Et il nous répond, pose des questions même un peu, par exemple, combien de fois tu as affalé la grand voile, un peu pour comprendre aussi le suivi. Donc c'était aussi bien un débrief de suivi, parce que nous on lui avait mis vu qu'on n'a pas le droit de communiquer et lui dire affale la grand voile, on lui avait mis des rappels dans son téléphone avec des listes en fonction du timing. Donc toutes les 2 fois par semaine il y a ça à faire, tous les caps, donc il y a ça à faire. Et donc voilà, essayer de comprendre combien il avait respecté ce qu'on lui avait prévu. Et donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et de ça, on a sorti une job list. Et après, on a dit on fait pas, parce qu'il y a aussi ces décisions à prendre. Guillaume, comment ça se passe chez Massif? Les débriefings sont... Les débriefs, on essaye de faire très vite un débrief technique. Donc par catégorie, les systèmes de com, l'accastillage, on balaye un peu tous les sujets à chaud. Dès qu'on le voit s'endormir sur sa chaise, on arrête et on recommence la semaine d'après. Mais non, ça se fait en plusieurs blocs. Tu disais 2 fois 4 heures, c'est déjà pas mal, 2 fois 4 heures. Donc, on a dû faire 3 fois 4 heures. Et voilà, vraiment pour tout récolter à chaud avant que ça se tasse ou que ça s'oublie. Et puis dans un second temps, il y a le débrief perf à faire où là, il y a le temps de l'analyse de données qui doit se faire. Qui lui est forcément plus long. Je pense que vous revenez avec beaucoup de données. Il y a des capteurs partout dans les bateaux et là vous avez des personnes dédiées au sein de l'équipe qui font quasiment ça. Il y a une personne qui s'occupe de faire ça comme dans la majorité des équipes. Hein. Mais pour le coup, c'est un exercice qui n'a pas besoin de se faire à chaud, même si c'est bien de le faire à chaud des fois. Mais avec les éléments de contexte en plus des chiffres. Ouais, et Félix, chez Lazare, comment ça s'est passé? L'analyse de perte. Ça nous a pris une semaine entière avec des gros ordinateurs. Non, nous c'est plutôt un débriefing sous forme de grande histoire racontée par Tanguy. Donc encore une fois, il y a pas de projet derrière, donc c'est plutôt un débrief d'aventure sur le Vendée Globe et le projet sur ces 3 années dans son entièreté. Mais oui, on a quand même fait un petit peu le tour du bateau rapidement ensemble. Et encore une fois, c'est aussi parce qu'on a un bateau qui est hyper simple. Ça ressemble plutôt à un classe 40. Et encore, la tension de Bastac, nous, on l'a fait en tapant sur le câble pour voir si c'est tendu. Donc, c'est beaucoup plus simple en termes de débriefing.
Et je pense que ce qu'on aura à faire avec Tanguy, parce qu'effectivement lui il a choisi de couper, je comprends, parce qu'il a quand même il était quand même bien fatigué à l'arrivée. Ce sera justement de faire un débriefing global sur notre projet de 3 années de débutant. Très bien. Je vais prendre, pour conclure un peu cette séquence un peu macro, je vais prendre une question de Benoît Laine, qui demandait tout à l'heure: bonjour, fort du système de qualif davantage exigeant et de la professionnalisation des équipes, de la standardisation des maps, pensez-vous pouvoir lancer des bateaux plus tard entre 2 éditions pour bénéficier des dernières évolutions techniques, sachant que les bateaux les plus récents sont souvent les premiers arrivés? Ça, c'est une bonne question. Le niveau de professionnalisation, le niveau de maîtrise des bateaux et du support allant croissant, est-ce qu'il va falloir continuer à faire des longues campagnes assez harassantes avec beaucoup de milles, ou est-ce qu'on va pouvoir maintenant lancer un peu comme on l'a fait? Je ne sais pas si vous avez écouté, j'ai eu la chance de faire quelques épisodes avec des coureurs du Vendée Globe des années du début des années 2000 ou même voire 90, où on mettait les bateaux, on s'inscrivait 6 semaines avant le départ. C'était assez fascinant de voir cette époque. Alors sans aller jusqu'à là, est-ce que vous pensez justement qu'avec le niveau technique croissant, la professionnalisation, la maîtrise du support, est-ce que vous pensez que ça pourrait permettre d'avoir des projets qui démarrent plus tard? Il y en a qui ont essayé. Alizé qui t'est mis en butée. Non, mais je pense à Phil Sharp qui a essayé mettre à l'eau très tard. Ça n'a pas marché pour le coup. Je pense qu'on parle plutôt de la séquence suivante. Oui, mais du coup, je pense que tu vois, on peut prendre quand même l'exemple de ce qu'il y a eu là. On avait déjà des équipes conséquentes et je pense que très tard, c'est quand même compliqué. Enfin, je sais pas, Guillaume, c'est vous qui a mis à l'eau le plus tard de. Ouais, je pense que c'est nous ou ouais. Jean qui a mis. Jean, oui, t'as raison, mais il y a une. Juste après à l'eau. Pour répondre à la question de Benoît, je pense ce n'est que mon avis, mais on est déjà un peu embuté de ce qui est raisonnable de faire, quoi. Nous, on a mis à l'eau le fin juin, le 24, il me semble, 2023. Et l'enjeu, c'est quand même de participer à la Jacques Vabre ou Café L'Or maintenant pour faire ces transats de préparation. Ça intervient en octobre. Donc juillet, août, septembre, octobre, ça laisse 4 mois entre une mise à l'eau et la Jacques Vabre. C'est déjà un timing très serré. Ouais, moi je raisonne plutôt en vie du bateau et le projet dans sa globalité. C'est un petit peu dommage. Il y a le Vendée Globe certes, mais il y a tout le déroulé de qualification qui est aussi très plaisant, et ça un petit peu dans toutes les classes. Et il y a toujours la course mythique, objectif final, mais le chemin pour y arriver est vraiment beau aussi. Et je pense sur un format nouveau bateau, faut essayer de le faire vivre un maximum et l'exploiter et le découvrir sur au moins 2 ans pour pouvoir être serein, à moins d'avoir effectivement de grosses ressources humaines pour être capable de faire ça en 1 an ou moins d'1 an. Mais en dessous de ça, c'est un petit peu dommage, et pour l'équipe qui va pas profiter, et pour le bateau qui aura fait très peu. Ça après, c'est des timings et des réflexions qui sont bien ancrés, parce que historiquement, les qualifs au Vendée Globe différenciaient les bateaux neufs des bateaux existants. Il va y avoir des nouvelles règles de qualification au Vendée Globe qui vont peut-être remettre en cause aussi ces habitudes bien ancrées. Hein. Notamment la prime au bateau neuf, même la priorité de qualification au bateau neuf, elle va évoluer. Il y a ça, et puis est-ce qu'on aura encore 40 bateaux et autant de pression à la qualification comme il y a eu les fois d'avant. On a une conjoncture économique, par exemple, qui est un petit peu différente. Je vous propose de passer de la phase macro à la phase micro, si je puis dire, qu'on s'intéresse un peu aux éléments concrets du bateau. Donc j'ai fait ça en 5 sections, et on n'est pas obligé de il y a probablement des secteurs du bateau où il y a moins de choses à dire. Donc j'ai fait carène, coque, structure en 1, appendice et système en 2, gréement, voile et les hooks, ça je pense qu'on en parlera en 3, et toute la partie électricité, informatique, communication, énergie
en 4 et ergonomie, aménagement intérieur en 5. On commence sur la partie carène coque structure. Est-ce qu'il y a des choses notables dans vos équipes chez Massif? Il y a eu une petite rayure sur le bord des tribords de mémoire, c'est ça, non? Ouais. On va dire bord des bâbords sur la cour bâbord, intérieure. ouais, pardon. Ouais. On a la même casse identique. Ah ouais, d'accord. Même architecte. On va pouvoir s'appeler pour partager. Voilà. De notre côté, coque, structure, donc cette fissure de la peau intérieure sur laquelle on avait communiqué juste après répa. On a une fissure également dans une cloison, mais ça n'est pas alarmant. On a ça, tu parlais de surprise en début de visio. Une des bonnes surprises, c'est les états de fond de coque des bateaux. Ça a été un gros problème pendant longtemps. Alors certes, c'est un Vendée Globe qui a pas vu beaucoup de près, mais les fonds de coque, ils rentrent dans un bon état. Nous, notre fond de coque, il est, à part une zone, mais vraiment localisée, il est en parfait état. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est généralisé à la flotte qui est en fond de coque, donc monolithique avec des lisses longitudinales. Voilà, de notre côté. Et j'ai l'impression que sur la flotte, globalement, les gros problèmes de carène, en tout cas, c'est lié à des chocs ou à des filets, etc. Et voilà, alors peut-être que toi, Féfé, vous avez eu beaucoup de soucis de structure, il me semble, mais la flotte, elle est en bon état. Hein. Effectivement, nous, on a un bateau qui a 18 ans, donc qui n'a pas tout à fait les mêmes problématiques qu'un bateau neuf ou simplement récent. On va se retrouver avec un bateau qui est fiabilisé, mais je pense qu'il est confronté à une fatigue des matériaux qui ont été éprouvés quand même sur 18 ans. Il y a aussi les skippers, enfin notre skipper en tout cas, qui semble attaquer un peu plus que les skippers précédents. Donc, il y a sans doute une nécessité d'avoir un bon suivi structurel du bateau et un renforcement si nécessaire pour ne pas avoir à lever le pied. Mais effectivement, nous, de notre côté, on s'est dit que, comme on a eu ça un peu sur toute la saison, des petites lisses qui viennent à sauter régulièrement, on avait anticipé tout ce qu'il fallait en composite là-dessus. Donc, il y en a 6 qui ont sauté. Et ce qui nous a surpris, par contre, c'est le longis principal à l'axe qui s'est décollé sur 1,50 m sur 2 mailles. Donc là, c'est devenu quand même assez local, toujours dans la zone sous ta voile avant. Il fallait réagir, c'est pour ça que Tanguy a dû ralentir le temps de faire sécher ses réparations. Mais oui, du coup, c'est clairement, est-ce qu'on renforce le bateau ou est-ce qu'il faut lever le pied de temps en temps, quoi. Alizé, j'imagine que The Ocean Race vous a incité à renforcer le bateau et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas eu trop de... Oui, c'est vrai que là, pour le coup, je pense que ça a joué puisque les bateaux de l'Ocean Race, on a tous rajouté 6 cloisons à l'avant. C'est-à-dire qu'on a divisé par deux la maille. Ouais, 6 cloisons, enfin 6 porques, quoi. C'est comme une cloison en ouvert, disons. Donc, c'est vrai qu'avant, sinon, on avait 2-3 lisses à chaque étape. Ce qui fait partie du côté surprise, c'est quand on fait les contrôles US, en fait, parce qu'il y a plein de choses qu'on voit pas à l'œil nu et qu'on découvre, en fait, quand les contrôleurs viennent à bord. C'est comme une échographie du bateau. Et donc, nous, sur les étapes où il n'y avait pas de contrôle US, il n'y avait pas de casse. Et sur les étapes où il y avait des contrôles US, là, on avait quelques lisses qui cassaient. Là, on a eu une partie des contrôles qui ont été faits, mais aujourd'hui, dans le bateau, il y a les contrôles justement en ultrasons. Donc, on n'a pas encore le verdict, mais en tout cas, à l'œil nu, on a que la fameuse... on a 2 fissures au niveau du bouchin à l'intérieur. Donc, c'est que la peau intérieure qui colle, qui fait la jonction entre, disons, la mousse du bordé et le fond de coque qui est monolithique. Donc, c'est pas alarmant. Paul a fait un peu de composite en mer, exactement comme Charlie, je pense. Très bien. Appendice et système.
Alors là, on a 2 foilers et un dériveur. Alors, en parlant optimisation, nous, de notre côté, le bateau, il marche très bien avec ses dérives et il n'y a pas d'intérêt à passer sur des foils. En tout cas, pas pour avoir un gain significatif, à moins de gagner 2 places éventuellement, mais il est un petit peu, je pense, en butée de performance. Ensuite, c'est la carène qu'il faut changer et beaucoup d'autres éléments principaux. Donc, non, c'était d'ailleurs un petit peu la philosophie quand on a récupéré le bateau. On le prend tel quel, on sait qu'il marche, on apprend à le connaître et on fait fonctionner à 110% de sa polaire et ce sera très bien, quoi. Mais t'as pas eu de soucis sur les safrans, sur les dérives, Non, tout est. rien du tout. C'est vrai que c'est un bon point parce que nous, nos safrans sont non relevables. Donc, quand on tape quelque chose, on préférait que ce soit le bateau qui ralentisse que le safran qui pète, quoi. Ouais. Alors, on en a un en spare à l'intérieur avec toute une procédure pour le changer qui nécessite de trouver une zone de pétole. Enfin bref, c'est potentiellement 3 jours d'arrêt pour pouvoir changer un safran. Mais on n'en a pas eu besoin, tout s'est bien passé. La dérive s'est un petit peu encastrée dans son bumper derrière, mais c'est bien, ça a fait un petit profil pour donner un peu plus de lift. Guillaume, chez Massif, le Vendée Globe précédent avait été marqué par des soucis de système autour des foils. Là, tout a fonctionné sans souci. Ouais, on retrouve le bateau comme beaucoup d'équipes avec un peu la même réflexion de se dire que les foils ou les appendices de manière générale reviennent en meilleure état après un tour du monde qu'après un stage à Port-la-Forêt. Mais réellement, quoi, on a l'habitude de retrouver des bords d'attaque abîmés, donc à part ceux qui ont eu un peu quelques déboires sur leurs foils, je pense que l'état des foils est quand même super satisfaisant. Safran, là, on est 2, Alizé et moi, on a les mêmes safrans, les mêmes designs de safran. Et ça a été un point d'inquiétude parce que on est plusieurs bateaux à avoir ce même design de safran. Et on a tous eu des petits soucis un peu différents. Donc, on avait vraiment le sentiment qu'on était un peu en butée d'utilisation de ce design-là et on s'attendait à avoir des problèmes structurels pour le coup. Ce qui n'a pas été le cas. Chouette nouvelle. Et ensuite, sur la quille, RAS aussi, si ce n'est quelques accros avec des éléments de pêche. Et voilà. Et si on associe le système de réglage de la quille qui est standard, c'est aussi une bonne nouvelle du Vendée Globe. Ça faisait partie des éléments qui avaient montré un peu des signes de faiblesse sur les courses d'avant-saison, enfin, sur les courses de préparation. Et on n'a pas eu de problème majeur. On a eu des petits soucis, mais on n'a pas eu de problème majeur. Alizé, même chose chez vous? Donc Safran, nous on en a le bateau, donc il a 3 ans, on en a 6 des Safrans, donc on en a cassé beaucoup. En fait, après on a comment? Mais pas là. Voilà, et exactement. Donc là, on était parti comme Félix avec un safran de spare qui était d'ailleurs déjà cassé, mais on l'a mis quand même dans le bateau. Et, parce que c'est des casses en fait qu'on voit pareil en US, mais en fait qui physiquement ne se voient pas. Le bateau, peut-être le safran un peu plus flex, quoi. Et du coup là, on a changé un peu les process de construction plutôt, et on a renforcé. Et ça a marché, c'est-à-dire que là, les US ont déjà été faits sur les safrans et ils sont propres. Donc voilà, c'est la première course où on casse pas de safran. C'est bien. Je pense ça, il fallait pas casser d'ailleurs. Voilà. Non mais très content. Et ensuite, par contre, foil, nous, il y avait vraiment un sujet. On a cassé le foil en allant à New York. Enfin, on le casse une deuxième fois parce qu'on l'avait cassé sur l'Ocean Race. Et là, on le casse. On a les UD, l'intérieur qui est. Enfin, le foil est mort. Et du coup, on a dû réagir très rapidement, mettre en construction fin mai des foils. Ça allait à l'encontre de tout ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on avait dit on essaye de tout valider sur la Thor, sur les autres courses, pour arriver au Vendée fiabilisé. Et là, en fait, on évente le bateau, on modifie les puits de foils, on met des nouveaux foils, des nouvelles cales qu'on connaît pas. On essaye d'utiliser quand même ce qu'on a appris sur l'Ocean Race, sur les points de ragage, etc. Et donc, on fait partir un bateau qui a navigué 15 jours, même pas au jour de sortie, peut-être. Il y a eu peut-être 8 sorties avec un des 2 foils. L'autre, on a eu voilà, tout ce qu'il faut pas faire. L'autre, on l'a eu 20 jours avant. Et ben, nickel.
Et même Paul, alors sur la descente, on voyait que Paul avait du mal. On se demandait justement on trouvait qu'il traînait un peu. On n'osait pas lui dire quoi que ce soit. Ça, on pouvait pas lui dire. Et à un moment, dans une vidéo, il dit j'ai du mal à comprendre les foils. Il faut que j'apprenne à utiliser les foils. Donc lui, de son côté, a appris à utiliser les foils. Mais par contre, il les a visiblement bien traités parce que on est arrivé avec les boots comme neufs. On est super content du système de foil vu comment il était parti. Voilà. Et qui, pareil, on a des défilés et un J2 qui vont traîner dedans, mais à part ça, très bien. Bon. Troisième secteur, le gréement, les voiles et les hooks. Alors, on a vu quand même que pas mal de voiles qui avaient souffert et dans un excellent papier de mes confrères de Voiles et Voiliers qui faisait aussi, lui, le bilan du Vendée Globe, Thomas Normand de la voilerie Norcel, il expliquait quand même que les bateaux étaient de plus en plus raides, allaient de plus en plus vite, avec de plus en plus de chocs, et que les voiles souffraient un peu dans leur structure. Est-ce que vous, de vos côtés réciproques, sur cette partie voile, est-ce que vous avez eu des enjeux particuliers? Je ne connais pas, je crois que chez Massif, on est chez Norcel d'ailleurs, non? Oui, c'est ça, hein? Oui, toutes les voiles. Je ne connais pas les marques des. Si chez Félix, on est chez All Purpose en partie. Et nous, on est full incidence. Et voilà. C'est très bien, parfait. Les trois voileries. Les trois voileries. Guillaume, tu commences? Oui, nous voiles, ça a été un sujet qui a beaucoup animé la course parce que, notamment sur une voile sur le Fro, donc le petit Jenaker de Cap-Lage, qui a été utilisé dans tout le sud. Charlie, il a eu à faire 3 répas et une 4e qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas faite. Réparer le Fro, c'est, enfin, quand on est ici, on déroule la voile, on la met sur le pont et puis on la répare et tout. En vrai, en mer, c'est affaler dans la soute à voile, dérouler dans la soute à voile. Enfin, c'est vraiment une punition. Donc c'est quelque chose qui a vraiment animé sa course pour lui comme pour nous. Et donc voilà, le Fro, il arrive ruiné. Il ne servira plus qu'à faire des trousses de toilettes souvenirs du Vendée Globe. Top. Je pense que l'explication, c'est en effet que les bateaux, ils ont beaucoup de dynamique, beaucoup de phases de décélération qui usent les voiles. Les bateaux, ils ont beaucoup évolué, donc il faut que le matériel s'adapte. Peut-être qu'il s'adapte avec un peu de retard. Mais oui, il y a un vrai enjeu à corriger ça, quoi. Parce que par ailleurs, sur d'autres voiles qui sont plus échantillonnées et qui ont aussi beaucoup servi, on n'a pas de problème ou des problèmes vraiment localisés. Donc ça vient d'une erreur de notre part de pas exiger aussi une voile plus solide, quoi. C'est du poids et oui. Alizé, chez Incidence. Nous, on était. Donc l'équipe oui, non, mais nous, Paul a toujours été Incidence. On a toutes les voiles. On est très contents. Vraiment très content. En plus, on n'avait plus de budget au départ, donc on a décidé de ne partir qu'avec une grand voile, un J2 et un J3 neuf. C'est-à-dire que toutes les voiles, disons, de portant et J0 n'étaient pas neuves. On naviguait avant. Certaines ont même navigué l'Ocean Race. On a 2, le quad et le SPI. Le SPI a explosé. C'était prévisible. Après une Ocean Race et voilà. Mais du coup, non, on est justement super content. Paul il a mis un petit patch parce que ça a flappé à un moment sur le quad, mais on était, très content pour nos voiles. Et il y en a qui repartent là pour la prochaine course. Très bien. Félix? Écoute, nous, on a eu pas mal de sujets voiles. La première la principale étant un empannage bien engagé avec 4 lattes d'un coup et les fourreaux bien amochés. Mais bon, il a bien réagi, pu réparer ça. La GV est top en vrai. Elle a un bon shape, la résistance est comme il faut. Sur les voiles d'avant, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu une mule qui était vieille, qui a explosé. Du coup, remplacée par le J2 qu'on voulait préserver pour la remontée,
qui lui était très bien, mais du coup a souffert un petit peu par ragage des écoutes des voiles de portant qui viennent frotter. Donc voilà, ça c'est plutôt des retours d'expérience qu'on prendrait, de bien localiser des renforts sur des zones de ragage, que ce soit, ça peut être, je sais pas, du chandelier, des haubans pour la GV ou simplement des écoutes en effet dans les phases de manœuvre. Et ensuite notre petit Genac tout neuf qui était vraiment la voile du Vendée, qui a été top, qui a fait tout le sud et qui a explosé. Elle a rendu l'âme à la remontée. Donc elle a rendu l'âme au bon moment en quelque sorte, même si elle aurait pu être pas mal sur la dernière dépression pour remonter après le poteau noir. Donc voilà, donc globalement ouais, pas mal de sujets voiles, mais des petits retours d'expérience à prendre, mais pas de sujet majeur ou de changement de fusil d'épaule, quoi. C'était un peu particulier parce qu'il a choisi de partir sans speed, donc seulement avec un Grand Genac qui lui d'ailleurs était un Grand Genac qui avait déjà fait le Vendée Globe mais en sac, qui avait jamais été sorti. Et c'était un Genac North Sail et c'est le seul, enfin on s'attendait à ce qu'il explose justement et c'est le seul qui a résisté et qui a rien du tout. Très bien. Voilà. Un petit mot sur les hooks qui ont fait parler d'eux. Est-ce que vous en avez été, est-ce que vous faites partie des victimes de ces pièces qui servent, on va le rappeler, hein, une fois que les voiles sont hissées, à bloquer les voiles en haut afin qu'il n'y ait pas de, je schématise très rapidement, afin qu'il n'y ait pas de tension dans les drisses. Est-ce que c'est un sujet pour vous? Est-ce que là aussi, un petit peu comme les voiles, comme disait Guillaume, est-ce que c'est un matériel qui progressivement s'adapte aux contraintes très particulières que les foilers imposent à tout leur environnement au fil du temps? Qu'est-ce qui veut se lancer sur le sujet? Oui, nous on a eu cette casse sur le Cheyenne Race, on l'a eu un peu en avance. On a cassé un hook J3, donc de J3 en 8 tonnes. Donc justement, là, on a appris de ce problème et du coup on est passé en hook 11 tonnes. Donc nous je crois qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux qui l'ont fait. D'ailleurs nous et Charal sommes partis avec des hooks 11 tonnes, donc plus dimensionnés. Du coup on n'a eu aucun problème de hook, donc on est satisfait par ce changement. On a mis plus de poids dans le mât par contre. Et du coup on a cassé l'émerillon, c'est pas le hook, mais c'est disons la même fonction, c'est juste que ça ne se bloque pas, ça reste fixe. L'émerillon de J2, qui était une pièce qui avait 90 000 milles. Donc en fait, je pense que ce qu'on apprend de ce Vendée, c'est que vraiment on a de la fatigue mécanique sur les pièces qu'on n'atteignait peut-être pas avant, parce que les bateaux n'avaient pas les mêmes à-coups, efforts, chocs. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a un gros travail qui va être fait chez tous les fournisseurs. C'est pas une question de fournisseurs en ce moment, pour justement considérer la fatigue et voir comment on dimensionne les pièces pour rester léger, en même temps avoir quelque chose qui tient. Guillaume? Je rejoins Alizé. Nous, on n'a pas eu de soucis. Et ça fait écho à ce qu'on disait au début. On n'a pas eu de soucis parce que on a tous échangé sur ce sujet-là. Un émerillon de J2, ça tient le mât. Enfin, il y a un vrai enjeu. Donc, c'est des pièces qu'on avait entièrement changées à l'été 2024 sur le chantier de préparation du Vendée. Voilà, c'est une nouvelle problématique pour nous, la fatigue. On fait en sorte de dimensionner nos pièces pour ne pas être soumis à la fatigue, parce que c'est pas notre façon de travailler, d'entretenir nos bateaux que de changer les éléments de manière un peu récurrente. Et voilà, je pense que ça amène cette question de fatigue qui est un peu nouvelle pour nous. Et la question, c'est est-ce qu'on rentre dans un mode de fonctionnement où on a des systèmes qu'il faut changer régulièrement, ou est-ce qu'on continue à avoir des systèmes surdimensionnés ou du moins suffisamment dimensionnés pour pas qu'ils soient soumis à la fatigue? C'est un peu la question du moment sur les hooks. C'est des zones qui sont pas instrumentées. Excuse-moi, Fé. Ouais. On a des instrumentations au niveau de la mure, au niveau du bas du câble. Donc, on connaît exactement les tensions et les charges, les pics dynamiques en bas, ce qui n'est pas le cas des éléments du haut. Donc, on a aussi des interrogations sur les cas de chargement de ces pièces-là.
Nous, c'était effectivement là, on n'a pas eu de problème sur le Vendée, et c'est des problèmes qui sont aussi arrivés sur les bateaux à dérive, notamment Benjamin. Donc effectivement, en termes de charge, c'était à peu près la même chose, ces hooks, les nôtres, sans penser aux fabricants. Nous, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème sur nos trois années, mais on s'est dit qu'on partirait pas sur le Vendée Globe avec nos hooks qui avaient déjà fait un Vendée avant. Donc effectivement, mais il fonctionnait très bien, donc ça a quand même été une grosse question aussi de coût de changer ces pièces-là. On est content de les avoir changées, je pense, et on continuera de cette façon-là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fatigue. Aussi, il y a le hook lui-même avec l'axe principal, mais il y a aussi toutes les petites pièces en interne qui s'usent et qu'on peut changer indépendamment. Mais ouais, il n'y a pas que ces éléments en accastillage d'ailleurs. Hein, c'est valable pour aussi plein d'autres éléments sur le bateau. Soit on fait du léger et il faut changer tout le temps, soit il faut faire un petit peu plus lourd et être un peu plus durable. Il y a Benoît qui demande ne vaut-il pas mieux casser un hook en mode fusible, quoi, qu'avoir une réparation plus complexe et risquée à faire sur le mât? Je pense que l'un n'induit pas l'autre. De toute façon, les bateaux sont instrumentés justement pas en haut mais en bas. Donc, on sait aussi ce que peut tenir une cadène. Donc, la cadène, c'est le point fixe dans le mât. On sait à combien elle est dimensionnée. Donc, c'est juste, de toute façon, on n'atteint pas cette charge. Enfin, ça bip avant, disons, pour faire simple. Donc, pour moi, normalement, il faudrait que tout tienne et que ça soit juste de la régulation par le skipper. Ouais, j'ai envie de rajouter aussi qu'il y a des configs où si c'est le hook qui casse, potentiellement, le mât, il vient avec. Voilà. Il tombe à l'opposé. Donc, oui, donc non. Enfin, donc non. Non. On veut pas. Et ramasser une voile, pas fun. Ouais. Alors le temps file, il nous reste deux petits secteurs à étudier, puis je voudrais prendre deux questions. Sur la partie électricité, informatique, communication, est-ce qu'il y a eu des enjeux? Donc il y a la révolution Starlink, hein, forcément, qui impacte beaucoup, mais ça a été votre principal avarie, je crois, hein, Félix, c'était une panne d'antenne, hein, qui a été vraiment le truc le plus gros truc, quoi. Hein. Effectivement, donc si j'enchaîne là-dessus, nous on n'avait pas Starlink, on avait que le système Certus, qu'on avait en double, enfin une autre antenne en spare dans le bateau et 3 câbles, 4. Donc on était prêts, quoi. Et puis c'est avéré que l'antenne principale aurait été défaillante, aurait fini par cramer 2 câbles, donc ça commençait à réduire un petit peu l'effectif. Et là, effectivement, on s'est posé la question, zut, si on continue de cramer nos câbles, il va plus rien avoir. Il y avait bien le système Thales encore en 3e option et ensuite l'Iridium, mais on peut pas lui donner de fichiers vidéo par l'Iridium, interdit et même compliqué à mettre en place pour lui. Donc ouais, solution un peu MacGyver de bricoler des câbles avec les anciens. C'est sûr que on était prêt à ce sujet-là, mais quand on commence à piocher dans le spare, on se projette un petit peu sur les avaries suivantes. Et d'ailleurs, c'est un petit peu notre rôle, je pense, de directeur technique, c'est d'être les champions du bas de scénario, ce qui peut être assez excitant. On imagine plein de choses, mais de temps en temps un petit peu usant de toujours être dans le film d'horreur. Très bien. Elise et Guillaume, sur cette partie électronique qui peut, énergie, etc., qui peut vite devenir problématique. Hein. Vous avez eu des soucis particuliers où tout a été parfaitement maîtrisé? Vas-y, Guillaume. Okay. Non, ELEC, c'est quand même assez commun de devoir. On a toujours deux chaînes, deux chaînes un peu redondantes et c'est quand même un grand classique de devoir passer sur la chaîne 2. Et en tout cas chez nous. Et là, pas une seule fois, donc ça hyper satisfait du matériel et puis du travail de l'électronicien. Et sur la partie énergie, on a eu un gros stress parce que le moteur, à un moment, a donné des signes de faiblesse au démarrage. Et
Et donc, on a des hydrogénérateurs en spare, mais voilà, juste un petit stress qui, en fait, s'est avéré être un problème d'injecteur aggravé par le froid dans le sud. Et voilà. Mais sinon, non, vraiment super positif ce point-là. Très bien. Du coup, pareil, aucun blackout, très content, pas besoin de la ligne 2, on a été vraiment surpris et content. Et nous, on était beaucoup en hydrogénérateur, on utilisait beaucoup les hydrogénérateurs principalement, c'était ça. Ouais, en effet, hydrogénérateur, nous on est parti avec 250 litres de gasoil en se disant bah, s'il n'y a plus de panneaux, plus d'hydro, il y aura du gasoil. Après, on a une faible consommation en énergie aussi parce que aucune instrumentalisation complexe à bord. Et au bout du compte, il a consommé que 40 litres de gasoil. Donc, on a rempli les réservoirs des camions à l'arrivée, quoi. Très bien. Et enfin, le dernier secteur dont on avait beaucoup parlé au départ de Vendée Globe et dans les courses précédentes, hein, parce que les marins, eux aussi, comme disait bien Guillaume, s'adaptaient à ces nouveaux foilers et se sont adaptés pour certains dans la souffrance. Hein, il y a eu beaucoup d'accidents, certains assez graves. Je veux parler de l'ergonomie et des aménagements intérieurs, du cockpit, de la cabine. Alors, justement, chez Massif, c'était Pullman, quoi. C'était le modèle de la cabane d'ailleurs de Massif, le trimaran. Ça ressemblait vraiment beaucoup à cette formule-là. Vous avez dévoilé sur le tard, mais ça a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné. Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers à tirer de ce Vendée Globe en la matière? Ouais, qu'on est tous jaloux du fauteuil de Johan. Le fauteuil sur suspension qui donnait ses... Bon, qui arrive en butée de temps en temps quand même. Voilà. Non, mais plus sérieusement, oui, c'est quand même une des marques de fabrique des bateaux de dernière génération de traiter ce sujet-là un peu sérieusement. On reviendra évidemment pas en arrière parce que les bateaux sont assez violents. Ils le sont beaucoup moins quand on est installé dans ce qui est prévu, quoi. Les sièges sur amortisseur, sur rotule, qui prennent en compte la gîte, c'est devenu l'emplacement privilégié du skipper pour se reposer et puis lâcher un peu le tonus tout en ayant les infos et la vision à proximité, le cockpit aussi à proximité. Donc riche d'apprentissage, le Vendée Globe, parce que c'est un peu le début de la démarche quand même. C'est cette prise en compte de l'ergonomie et donc ça satisfait et puis encore il y a encore beaucoup de choses à faire et les prochains bateaux ils vont être hyper intéressants pour ça. C'est que c'est des bateaux qui vont sortir et pour de l'équipage et pour du solo avec des équipes qui ont déjà mené cette réflexion sur leur bateau actuel, donc ça va être intéressant de voir ce qui est fait, quoi. Alizé, chez Biotherm, c'est un peu plus austère. Hein. Polo, c'est un j'allais dire, ça dépend pas que du bateau, mais aussi du skipper. Parce que nous, dans notre cas, il est parti avec aucun siège, juste un pouf. Il s'est fait faire un pouf, d'ailleurs, on était étonnés, un peu douillés. Mais c'est tout. Un moment de relâchement. Oui, voilà, c'est pour vraiment. En fait, il dit juste s'il y a besoin s'il y a besoin de confort, c'est qu'on n'est pas dans la course. C'est un point de vue de Paul. Donc lui, il n'a pas eu besoin. Et la question tant attendue à l'arrivée, c'est lui dire bon, nous, on a vu toutes les vidéos de ceux qui étaient avec des sièges. Donc, est-ce que tu voudrais un siège? Il a dit je vois pas pourquoi. Voilà. Donc, ce sera le dernier des Mohicans, tu sais, le gars. Voilà. Là, on peut pas en dire du coup, plus. Le sujet ergonomie est réglé, quoi. Du coup. Voilà, exactement. C'est léger au moins. Félix, pour Guy Le Turquet, il est revenu comment de son Vendée? Écoute, il est revenu en état avec des mollets de taille réduite, mais à part ça, non, on a récupéré le bateau tel quel, donc on n'a pas vraiment eu de réflexion approfondie sur l'ergonomie, bien que quand même pendant notre développement du bateau, on a fait un travail sur tout ce qui était matossage, que ce soit par l'extérieur ou le matériel intérieur. Donc, on a vraiment réfléchi sur un système de toboggan intérieur pour limiter le cassage de dos, pour porter des sacs qui peuvent avoisiner les 20 kilos pour certains, et sans parler des voiles à l'extérieur qui peuvent tourner autour des 70 kilos. Donc, essayer que ce soit le plus ergonomique possible, aussi le mieux placé à l'intérieur. Et ensuite, quand on parle de confort du skipper,
Il a passé la majorité des mers du Sud à l'intérieur parce que le cockpit est trop exposé à l'extérieur. Il a émis l'idée que à un moment donné, on s'était dit qu'on fermerait le cockpit derrière. À la fin, on s'est dit qu'on allait faire simple et que ça allait rester comme ça. Et à l'arrivée, il a dit que ça aurait été pas mal de le fermer quand même. Donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment une recherche de confort sur une course comme le Vendée Globe, pour être endurant. Il est quasiment 10h. Il est 10h, mais je vais vous prendre encore 5 petites minutes pour prendre deux questions. Arnaud, si c'est possible, si tu nous permets. Là, une question de Fabien dans le chat qui est intéressante. Est-ce qu'il est concrètement envisageable que les top teams puissent faire un Vendée Globe sans carburant fossile? On écoutait les litres qu'avait emmené Tanguy Le Turquet. Donc c'est plutôt une question pour Guillaume et Alizé. Est-ce que ça vous semble vous envisageable de courir sans gasoil sur un prochain Vendée Globe, sans que ça soit une limitation pour la perf, quoi? Question pour Guillaume. Moi, je veux bien répondre. Alizé, toi, vous avez mené quand même une forte démarche de production d'énergie alternative. Je sais pas avec combien de litres vous faites le Vendée, mais avec très peu. On peut mettre que 115 litres dans le bateau de base, donc on a mis 115 litres, mais il les a pas du tout utilisés tout ça. Ouais. Et nous, on fait partie des équipes qui ont avant utilisé plus de gasoil, donc un peu plus de 200 litres. Pour répondre à la question, est-ce que c'est envisageable? De manière très binaire, c'est forcément envisageable parce que tout est possible et voilà. Par contre, ça amènerait un niveau de faiblesse au bateau qui est très fort et que en fait, quand on fait aussi le bilan de l'impact de ce gasoil-là sur un Vendée Globe ou même sur toutes les courses, on s'aperçoit que le niveau de consommation de gasoil du bateau, typiquement, c'est 200 litres sur un peu plus de 200 litres sur un Vendée Globe en moyenne. C'est un travail qui a été fait par l'IMOCA. C'est un impact qui est vraiment d'ordre 2 comparé au reste au reste de ce qui peut être consommé. Et donc, par rapport au risque que ça induit, ça serait dommage de se mettre dans cette position-là. Mais c'est une trajectoire qui est prise. Le risque, c'est que, en fait, le moteur thermique, c'est une solution quand même très, très fiable par rapport à des hydrogénérateurs, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout l'hydrogénérateur qui est une alternative. Le panneau solaire, c'est un petit complément, mais qui est pas vraiment pas suffisant. Donc, l'hydrogénérateur, il est soumis à des problèmes techniques et à des problèmes de choc. Donc, voilà. Après, c'est une contrainte qu'on est, je pense, tous ravis d'avoir parce que c'est rigolo de se poser cette problématique-là, mais sans gasoil, c'est, je pense, à mon avis, extrêmement risqué. Et la toute dernière question, Arnaud, c'est promis, c'est fini après. Une question de Lorfeil à propos des chocs avec les ovnis, les cétacés. C'est vrai que j'y ai pensé quand on parlait des appendices. Est-ce qu'on a eu de la chance sur ce Vendée Globe? Parce qu'il y a eu peu de collisions avec des cétacés ou des ovnis. Et est-ce que vous avez le sentiment que les zones d'exclusion qui ont été mises en place ont contribué à préserver bien sûr la faune qui y vit, mais aussi les bateaux qui du coup en ont moins percuté? Est-ce que vous avez, est-ce que côté débrief, c'est quelque chose que vous regardez un petit peu avec attention? On sait que c'est un dossier important dans l'opinion et pour le grand public, mais il se trouve que cette année il y a eu moins de collisions qu'avant. Les ultimes qui ont tenté, eux en sont on en était plus souvent victimes. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ce Vendée Globe? C'est les détecteurs qui ont bien fonctionné, c'est un peu de chance. C'est quoi votre regard là-dessus? Attention, c'est pas des détecteurs, c'est des beepers qui éloignent. Oui. Non, mais je parlais aussi peut-être qu'Oscar a bien fonctionné et qu'on n'en a pas parlé, quoi. Paul nous a pas signalé, en tout cas, Oscar voyait plus défiler des bateaux, des cétacés, il nous en a en tout cas pas parlé. Moi, je dirais que c'est bien d'avoir des zones d'exclusion, et même il y a des zones où on passait, c'est un peu passage obligé. Bonne Espérance, c'est une zone quand même où on a dû passer, et c'est par là, je crois, que les ultimes ont tapé, donc je dirais que c'est un peu de la proba quand même. Et les zones d'exclusion qu'on pouvait observer sur la carto,
était vraiment petite. Hein. C'était pas de la grosse zone d'exclusion. Globalement, quand nos bateaux passent au large des Açores ou proche de ces zones-là, on est plutôt à serrer les fesses en croisant les doigts, en se disant pourvu qu'on ait de la chance, plutôt que se dire c'est bon, on est en dehors des zones, aucun risque. Ouais. Mais ouais, c'est une question de probabilité. En t'écartant de ces zones-là, tu fais. Pour moi, on a eu de la chance. Guillaume. Faudrait reprendre les traces, mais je suis pas sûr que les traces aient été modifiées, enfin les trajectoires des bateaux aient été modifiées par ces zones-là. Je rejoins Félix, elle était assez petite. Je pense qu'on est les premiers à vouloir qu'elle soit énorme, autant pour les cétacés que pour les bateaux. Et donc non, je pense qu'il y a quand même pas mal de chance sur cette édition. En plus, il y a aussi le fait qu'on ait les répulsifs et Oscar qui a ses limites, mais un ensemble de choses avec un gros paramètre chance quand même. Très bien. Eh ben, un grand merci à tous les trois pour nous avoir aidé à passer au scanner vos bateaux. C'est quand même un bilan technique assez positif. Moi, c'est ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. C'est bien ce qu'on avait compris, mais là, du coup, on a pu creuser avec vous. Un grand merci à tous les trois. Et puis, merci à vous. Et la parole à Arnaud Cagvel qui va conclure pour BDI. La même chose. Merci Alizé, Guillaume, Félix d'avoir fait un petit tour du bateau. C'était super intéressant. Et merci Thierry pour l'animation. Vous retrouverez le replay sur le site sailingvalley.bzh ainsi que tous les autres replays des autres Sailing Café. Et le prochain Sailing Café sera le mois prochain sur les matériaux. On sera quelques jours après le salon Jack World et on fera un petit retour de ce salon pour faire un petit tour des sujets matériaux. Voilà, merci à tous et je vous dis à bientôt. Salut, merci, au revoir. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.